Bonjour Caen. Bonjour. On est au Théâtre des Célestins, sur le plateau de la Grande Salle, dans le décor de l'Art de la Joie. Et j'ai appris qu'il y a une coutume au plateau, c'est que par pragmatisme, on se tutoie. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on se tutoie? Oui, je ne connaissais pas cette coutume. C'est vrai? Ouais. Moi, c'est les machinaux qui m'ont dit ça, puisque l'interview d'avant avec Marc Lenné, on a fait un gros effort pour essayer de se vouvoyer, on n'a pas du tout réussi. Et Léonore m'a dit, mais tu sais, au plateau, on se tutoie. Donc on va se tutoyer. De toute manière, on se connaît très bien, puisque ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on travaille un peu ensemble. En tout cas, tu me mets dans tes bagages dès que tu peux pour que je puisse documenter ton travail. Et aujourd'hui, on va parler de ton travail, on va parler de ta méthode de travail, on va parler des spectacles que tu as mis en scène, on va parler de ton parcours, on va parler de beaucoup de choses. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Je ne sais jamais me présenter. Tant mieux. Commence et puis on verra où ça nous mène. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Les études directes. On commence un peu loin. Moi, je commencerai même avant, en fait, parce que je suis née à Avignon. Et c'est un des éléments qui souvent... Enfin, c'est pas si anodin que ça, finalement. Et en fait, ça... c'est un espèce de bassin, vivier, quelque chose... Mes parents, ils ne sont pas du tout dans le théâtre. Ils sont dans quoi? Mon père, il était projectionniste. Okay. Donc, et il était aussi projectionniste au Festival de Cannes. Okay. Donc en fait, j'allais, les premiers films que j'ai vus, c'était au Festival de Cannes. Et j'allais au Festival d'Avignon, mais vraiment en dilettante totale, parce que mes parents aiment bien de temps en temps aller au théâtre, mais même plus voir de la danse parfois. Ma mère était psychomotricienne, mais pas vraiment une culture théâtrale. Enfin voilà. Mais c'est vrai que du coup, il y avait une espèce de facilité, parce que les choses étaient là. Quand on est enfant, on ne se pose pas trop de questions, on prend ce qu'il y a. Et j'ai conscientisé bien plus tard la chance que j'avais eue de voir certaines choses, mais je retenais jamais ni les noms, ni les... C'était vraiment une espèce d'appétit dans un grand dilettantisme, en fait. Et aujourd'hui, quels sont tes métiers, tes casquettes? Mes métiers, mes casquettes? Parce que je sais que t'en as pas qu'un seul de métier. Oh bah, oui, mais même déjà être acteur, c'est être déjà... Mais moi, j'étais musicienne. Donc, à la base, si on reprend juste le fil, parce que ça a posé un peu des jalons dans mon travail aussi, vu que la place de la musique est quand même très centrale. Et je pense que ce n'est pas un hasard, forcément. Mais j'ai fait 15 ans de violon. J'étais au conservatoire. Je faisais de l'orchestre. Je faisais les musiques-études, les concerts, tout ça. À Avignon? À Avignon, ouais. Et ça a vraiment rythmé mon enfance. Enfin, la musique était vraiment très, très importante. Mon père était pianiste de jazz, amateur sur le côté, donc oui, la musique était essentielle. Mais je savais que je voulais pas en faire mon métier. Enfin, en fait, j'ai toujours eu ce truc de, je voulais faire plein de trucs, mais je savais que ce serait pas mon métier, et donc j'avais jamais ma place nulle part. C'est-à-dire que je faisais de l'escrime, mais j'étais sabreuse, mais je pouvais pas faire beaucoup de compétitions parce que j'avais les concerts, donc il fallait faire des choix. Donc, j'étais pas du tout au club reconnu comme ayant un certain niveau parce que je faisais pas énormément de compétitions. À l'orchestre, comme je faisais aussi du théâtre, j'étais la musicienne qui va pas en faire son métier. Au théâtre, comme j'étais musicienne, et au bac cinéma, enfin pareil, en fait, j'étais pas très... comme si j'avais pas trouvé ma place, entre guillemets. T'as senti une forme de pression où il fallait vraiment être... concentré sur une seule tâche pour pouvoir faire son métier? Parce que dans les disciplines que je faisais, il y a des obsessionnels. Et donc, moi, je n'étais pas une obsessionnelle. J'étais plutôt une touche-à-tout. Et puis, j'aimais beaucoup le sport, j'aimais beaucoup plein de choses. Et donc, oui, j'avais un peu cette sensation de survoler. Et que je trouve assez désagréable parce que j'aime bien aller à fond. Et je ne me reconnaissais pas dans cette chose de survoler. C'était pas... Et à quel moment tu rencontres le théâtre alors? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est, le théâtre? Je le rencontre en tant que spectatrice très très jeune. Je le pratique en tant que jeune adolescente dans un atelier. Mais on était un très très bon groupe. C'était marrant. Et puis, mais je ne connais pas la littérature théâtrale, par exemple. Je n'ai pas la culture théâtrale. Et je fais tout ça parce que je veux être actrice. Je veux être actrice de cinéma.
l'objectif, il est là. C'est le cinéma qui me fait rêver. C'est vraiment ça qui m'émeut. Je suis boulimique. Et donc, je quitte le foyer familial très jeune, entre 16 et 17 ans. Je travaille à côté. En fait, j'ai eu quelques années où j'ai beaucoup travaillé dans le monde du travail, alimentaire et tout ça. Et ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Je suis montée à Paris à 18 ans, après mon bac. Et puis là, j'ai commencé à me rendre compte que je connaissais rien. Voilà. Je connaissais pas les auteurs de théâtre, je connaissais rien quand j'avais pas fait un bac théâtre, etc. J'étais vraiment complètement larguée. J'allais plus au théâtre du tout parce que je travaillais les soirs. Donc c'était assez étrange. J'étais très complexée vis-à-vis de ceux qui étaient soit en fac, j'avais pas fait d'études. Donc j'avais un gros complexe à ce niveau-là. Et il en est où ce complexe? Bon, il est toujours un peu là. Ouais, parce que tu te définis comme une non-intellectuelle. On va dire non universitaire, si on veut. C'est peut-être pas la même chose. Mais, je te cite sur la oui, dernière oui, c'est interview vrai, que c'est vrai. j'ai vue. Mais parce que c'est pas de l'endroit je suis pas une universitaire. Je suis pas une spécialiste. J'ai un autre parcours, une autre façon d'appréhender les choses. Donc, ouais. Et ça, je pense que ça se sent dans mon travail. Enfin, mon travail vient de ma pratique plus d'une forme d'étude. Donc tu montes à Paris pour le rêve d'être actrice. Et aujourd'hui, tu tournes dans des films? Moi? Ouais. Non. Ok. Jamais. Moi, je le sais, mais tout le monde ne le sait pas. Non. Tu joues aussi en tant que comédienne ou pas? Plus maintenant. Ok. Pour l'instant. Donc depuis quelques années, tu es exclusivement metteuse en scène? Oui. Ok. Tu as fait combien de spectacles? Est-ce que tu sais à peu près? En tant que metteuse en scène? Ouais. Le premier, c'est Get Out of My Garden. Ouais, c'était une carte blanche. Alors après, les statuts des spectacles, ça c'était un spectacle dit d'école. Après, c'est quand c'est dans une école supérieure, il faut savoir qu'on a des moyens qui sont mis à notre disposition qui sont même plus élevés que certains spectacles professionnels qu'on peut avoir en dehors du cadre de l'école. Et c'est pas rien. Moi, je suis rentrée très tard à l'école parce que avant d'arriver à l'école du TNB, du Théâtre National de Bretagne, sous la direction de Stanislas Nordet, je suis arrivée à 24 ans, donc ce qu'on appelle tard. Et j'avais déjà eu, entre mes 18 et 24 ans, une vie, on va dire. Parce que je travaillais beaucoup. Et après, j'ai été intermittente avant d'entrer dans l'école, parce que c'est là où j'ai été débauchée de l'école par Vassiliev, par Anatoly Vassiliev, et je me suis retrouvée à 20 ans au Théâtre de l'Odéon avec Valérie Dréville et Stanislas Nordet. Et là, ça a été, si tu me demandes quand est-ce que j'ai rencontré le théâtre, je dirais que ça fait partie des moments clés. On va préciser un petit peu pour les spectateurs ou les auditeurs, mais les noms que tu as cités, dont Stanislas Nordet, c'est des pointures dans le théâtre. Enfin, je veux dire, je l'affirme, ce sont des pointures. Et est-ce que tu as le sentiment qu'assez jeune, ce que je veux dire par là, c'est que tu voulais être actrice de cinéma et tu te retrouves comédienne et tu es déjà avec des pointures. Est-ce qu'on est sur une trajectoire, je ne vais pas dire nouvelle star, mais est-ce que tu t'es dit, ok, là ça va vite pour moi Pas du tout, parce que déjà, quand j'ai rencontré Anatoly Vassiliev et qu'il m'a fait cette séance de travail à l'Odéon, je ne connaissais pas les gens qui étaient dans la salle. Il y avait Stanislas, il y avait Valérie, il y avait du monde, mais je ne savais pas qui c'était. Donc cette insouciance m'a servi. Non, je ne me suis pas du tout dit ça. Je me suis dit, je me sentais enfin à ma place dans cet endroit d'exigence, parce qu'avec Vassiliev, c'est quand même un monde. Il faut encaisser. C'est un maître. Moi, j'aime énormément cette notion de maître. J'ai pas de problème avec ça. Et au contraire, je me sentais... c'était extrême et j'aime bien. Ça veut dire quoi que c'était extrême? Extrême dans l'exigence, dans le cadre qui posait est quand même très très particulier. Donc la façon dont les journées se déroulent, comment on travaille, etc. C'est quand même... c'est très spécifique, c'est-à-dire pour raconter un petit peu, Vas-y, par exemple, on faisait
1h30 de tai chi tous les jours avec le maître de tai chi, qui par ailleurs m'avait remis d'aplomb parce que Vassiliev avait dit « tu me régleras ça », parce que j'étais toute tordue a priori. Donc il m'a réglé. Je faisais à peu près entre 5 et 6 heures de danse par jour avec la chorégraphe, plus après les sessions de musique avec le musicien, parce qu'en fait je dansais dans le spectacle et je faisais de la musique. Je faisais ce qu'ils appellent les mises en scène, c'est-à-dire je manipulais des machines et des choses au plateau, mais moi je n'avais pas de texte. Et Valérie, de son côté, travaillait le texte en tête-à-tête avec Vassiliev. Il y avait quelques séances auxquelles on avait le droit d'assister, mais les chaises étaient positionnées de façon très spécifique dans l'espace pour qu'on puisse assister à ces séances-là. Stanislas aussi, enfin, tout était séparé. Les séances de danse étaient séparées aussi, parce que Valérie dansait aussi. Et puis après, on faisait même des journées entières dans le silence à juste faire les mouvements, les déplacements pour que tout soit indépendant les uns des autres. Et en fait, c'est pas comme si on construisait dans une espèce d'horizontalité, mais dans une verticalité. Et il y a un moment où il va te dire, tu te mets là, toi tu te mets là, tu commences le texte à tel endroit, puis telle phrase musicale, et puis là d'un seul coup, ça fait... C'est extraordinaire. Un peu comme un chef d'orchestre? Je ne sais pas comment il prévisualise les éléments et comment, du coup, on se retrouve, alors qu'on a commencé une phrase de danse là, une là, et on se retrouve à 2 centimètres l'une de l'autre avec d'un seul coup des gestes qui correspondent après au texte. Enfin, c'est très très particulier, c'est très fort. Il a un caractère, il crie beaucoup en russe, enfin, il parle qu'en russe. Donc, il ne faut pas être trop déstabilisé, effectivement. Et moi, je ne prenais pas les choses personnellement. J'acceptais complètement le fait qu'il était en train de créer quelque chose qui nous dépassait tous. Et il nous emmenait avec lui. Après, j'ai certaines réserves, parce que moi, je n'aime pas du tout les personnes qui crient. Je ne suis pas dans le conflit et je suis je suis très très loin de cette façon de faire et j'ai beaucoup de réserves. Mais en tout cas, à mon endroit, à l'âge que j'avais, j'ai vraiment absorbé tout ça avec une vraie gourmandise et je me suis sentie bien en fait. C'était après que c'était plus compliqué. Retourner à l'école, j'étais devenue une espèce de malade mentale, j'étais tellement exigeante aussi. Ok. On revient un petit peu sur le spectacle. J'ai pas répondu à ta question d'avant, du coup, sur les nombres de spectacles et tout ça. Mais c'est pas très grave. Ok. C'est pas très grave. Si on a envie d'en reparler, on en reparlera. Donc l'art de la joie, est-ce que tu peux me dire à peu près en quelle année ça a commencé? 2019. Ok. À ce moment-là, tu faisais un autre spectacle? Je ne le faisais pas encore. J'essayais de finir de monter la production. Ouais. De Ivre, l'adaptation non pas du roman, c'est une pièce de théâtre, Ivre au départ, oui. De Viré-Payev. Et là, l'art de la joie, donc c'est le roman de Goliarda Sapienza. C'est pas une pièce de théâtre, ça. Donc toi, tu t'es chargé de cette adaptation-là. J'ai une question qui me vient de mon père, puisque hier on a vu le spectacle ensemble, et il m'a dit c'est très intéressant puisqu'elle adapte un texte qui n'a pas été fait pour être dit. Ça a été fait pour être lu. Et donc ça va poser des enjeux ensuite dans le dialogue en fait, puisque les phrases, je ne t'apprends pas qu'une phrase est écrite pour être lue, elle ne va pas forcément se dire de la même manière. Donc ma question c'est, est-ce que tout le texte qu'on entend, il est littéralement celui écrit par Goliarda Sapienza, en tout cas la traduction, ou est-ce qu'il y a des petites adaptations quand même? Non, je n'ai pas touché au texte. Il y a des ajouts, il y a des parties improvisées, il y a des choses comme ça, mais le code est assez clair, parce que c'est Diouf qui s'en occupe sur l'acte 1. C'est la chanson qu'il y a dans l'acte 2, le slam. Mais non, sinon, on n'a pas touché au texte. Pourquoi? Déjà, j'ai pas le droit. Ah, c'est intéressant ça. J'ai pas le droit, puis j'avais pas eu envie. T'as pas le droit légalement? Oui, je me suis engagée à ça avec les ayants droit de Sapienza, et puis l'idée c'est de transmettre ce texte, c'est pas de le transformer. Les seules choses qu'on a fait, c'est qu'on a coupé des petits mots qui, par exemple, qu'est-ce que tu as sous ta blouse?
comme il n'y a pas la blouse, qu'est-ce que tu as? On dit juste qu'est-ce que tu as. Voilà, mais j'ai pas modifié plus que ça. Ok. Mais ça, c'est que des petites précisions d'espace ou de choses comme ça. Et encore, il n'y en a pas non plus tant que ça. Ok. Donc l'art de la joie, c'est un spectacle qui dure 5h30 avec entracte. Il y a un entracte. On a un prologue et 2 actes. Et c'est ce qu'on appelle la première partie du livre de Goliarda. C'est juste ce que je dis? Il y a 4 parties dans le livre, Ok. donc c'est les 2 premières parties. Ok. Ils disent première partie parce qu'on les a Ok. rassemblées, mais oui. Et par contre, pour toi, dans ton adaptation, ça c'est la partie 1. Et on va avoir une partie 2 dans 1 an, dans 2 ans. Ben, on va voir. Ok. On se fait un petit pitch de l'art de la joie? Tu le fais, je le fais? Fais-le. Ok. Ok. Ça c'est pas évident, j'ai vraiment l'impression que je vais me faire corriger si je dis n'importe quoi. Non, vas-y. Voilà. L'art de la joie, c'est l'histoire de Modesta, dont la principale particularité est d'être née le 1er janvier 1900, ce qui est pratique. Et son histoire va nous faire traverser en fait le XXe siècle par le prisme d'une femme et en Sicile, ce qui est loin d'être anecdotique. Dans l'acte 1 et 2, donc, que tu as mis en scène, on va de ses 5 ans, 9 ans, on va dire, jusqu'à ses 30 ans, je crois. Et à partir de là, c'est compliqué de pitcher plus, puisqu'il se passe tellement de choses. Donc soit je vais spoiler, soit... Je dirais que c'est la trajectoire d'une femme extrêmement puissante, puisque elle n'hésite pas à tuer pour avancer dans sa vie. Et tout comme beaucoup de choses qui lui arrivent, elle ne les ressent pas comme nous, on aurait pu le ressentir ou avoir envie de le ressentir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne se pose pas énormément de questions sur lorsqu'elle doit supprimer une vie. Elle ne se pose pas non plus énormément de questions lorsqu'elle fait face au viol. Des choses comme ça extrêmement dramatiques et traumatisantes. Et en tout cas pour moi, c'était un peu ça, l'art de la joie, quoi. L'art de la joie, c'est la capacité à surmonter des choses qui peuvent être dramatiques, destructrices, et pourtant en conservant une envie de vivre féroce. Est-ce que tu es OK avec ce que je viens de dire? Ouais, plus ou moins. J'aurais pas forcément tout formulé comme ça. Je t'en prie. Mais oui, c'est ce qui me fait du bien dans cette figure, c'est qu'elle est dépourvue de culpabilité et qu'elle n'est pas dans une question de morale quelconque. Donc ça nous libère beaucoup. Et donc c'est un alliage entre puissance et liberté qui parfois nous désarçonne un peu et nous fait du bien. Même si certaines morts, c'est même parfois même des morts symboliques, ce qui se passe. Et puis c'est par, entre guillemets, nécessité, parce qu'elle est dans une survie aussi. Donc, Alors, sans vouloir être trop intellectuelle, elle fait quand même penser, je trouve, à une figure qui est assez nietzschéenne, puisqu'elle a une puissance de vie, une volonté de vie qui surpasse celle du commun des mortels. Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Nietzsche, Okay. justement. Ouais. Ça revient souvent. Ouais, ça t'évoque quelque chose ça... Oui, moi, après, ce qui me surprend, c'est que j'ai pour l'instant pas eu de... Je n'ai pas beaucoup d'exemples d'héroïnes de cet ordre-là. Et d'un regard de femme... Bon, voilà. C'est une sorte de femme totale. Oui. Enfin, elle fait tout. J'ai l'impression qu'elle fait tout, elle vit tout, et à sa manière. C'est assez impressionnant, je trouve. Oui, il n'y a pas de psychologie. Non. Aussi. Par rapport au viol, c'est pas ça qui va la définir. C'est-à-dire que oui, il y a des drames dans sa vie, mais elle ne va pas se définir par ces drames-là. Et ce qui m'intéresse, c'est tes motivations pour avoir voulu mettre en scène ce texte. Qu'est-ce qui te passe par la tête Pardon, j'ai touché le micro. Qu'est-ce qui me passe comme d'habitude, c'est que je réfléchis après, c'est ça mon problème. Donc le problème, c'est qu'il ne me passe pas grand-chose par la tête, ça ne se passe pas dans la tête. Ça se passe dans le corps. Ça se passe ailleurs, ouais. Okay. Donc
au moment où je le lis, mais je te l'ai déjà raconté en interview, ça, donc on est à l'automne 2019, je suis vraiment au creux de la vague, j'arrive pas à monter cette production de Ivre. Je pense arrêter le théâtre à ce moment-là. Je suis vraiment dans un moment compliqué, je viens d'avoir mon 2e enfant, ça fait 4 ans que j'ai plus de salaire. Que j'arrive pas à monter cette production. Je suis officiellement femme au foyer, hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Et en plus, je sens cette responsabilité parce que quand je contacte une équipe que j'emmène avec moi et que j'arrive pas à avoir les financements, j'ai envie de disparaître parce qu'il faut à un moment donné que je prenne mes responsabilités et que j'annonce à l'équipe que ça ne va pas avoir lieu et qu'il y a des gens qui ont refusé du travail pour se tenir disponibles. Donc c'est vraiment des moments très lourds en fait à porter. Et donc j'essaye pour me sortir de ce marasme et vraiment ça devient, il y a plus d'air, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, il n'y a plus de perspective. Enfin, tout est bouché. Donc, je me dis, si jamais vraiment je continue le théâtre, il faut que je trouve quelque chose de plus facile, de plus concret, de plus petit. Ne ris pas. Et non, mais c'est sincère. Et donc, je me dis même avec une amie, il faudrait qu'on fasse des lectures, etc. J'essaye de lire du théâtre parce que j'arrive pas à lire le théâtre. J'ai vraiment beaucoup de mal à lire le théâtre. Je suis pas... évidemment, j'en ai lu beaucoup. J'ai fait une école au TNB où c'était que ça. Donc, c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est pas là que ça s'allume. Ivre a été vraiment une exception. C'est vraiment la seule pièce de théâtre que j'ai montée. Donc voilà, donc je lis des choses, puis je me dis bon alors est-ce que je retourne vers de l'écriture de plateau parce que c'est ce que je faisais avant. Donc j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup mettre en scène la poésie. Voilà. Et il se passe pas grand-chose, sauf que j'ai une discussion avec une directrice de théâtre, Amélie Casasol, qui, en échangeant sur Albertine Sarrazin, qui me parle de cette autrice, Goliarda Sapienza, que je connais pas. Et donc j'achète L'Art de la joie par curiosité, mais c'est un moment aussi où je suis très fatiguée, parce que ça fait des années que je ne dors plus, parce qu'avoir 2 enfants en bas âge, ça crée des petits problèmes de sommeil. Et donc lire un livre devient une épreuve quand même. C'est-à-dire que ne pas tomber au bout d'une page, c'est quelque chose. Donc je vois cette espèce de gros pavé, je me dis bon ok, je ne sais pas quand je le lirai, mais il est là. Et vraiment par curiosité, j'ouvre une première page et là j'ai été aspirée par un monde et j'ai relevé la tête 100 pages plus loin et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? J'avais chaud, je me sentais fébrile et tout ça et je l'ai lu en 5 jours. Et c'est marrant parce que hier au spectacle, il y avait une amie qui est une des mamans de l'école où mes filles étaient et elle se souvient de moi devant les garages avec le livre en train de me faire limite écraser pour aller chercher les filles à l'école parce que je n'avais pas réussi à le lâcher. Et quand j'ai refermé le livre, j'ai appelé Amélie Casasol, j'ai dit ce sera ça mon prochain projet. Je n'ai même pas réfléchi en disant cette phrase-là, je pense. Et j'avais juste besoin d'un désir plus fort que tout. Parce que le théâtre, je pense que c'est déjà... Enfin, c'est insensé. Ce qu'on fait, c'est insensé. Vraiment, ça n'a pas de sens à des moments de se battre pendant des années pour quelque chose. Donc si on n'y croit pas viscéralement dans la nécessité de faire entendre quelque chose, je ne vois pas comment on tient. Et en tout cas, moi, vu que je mets du temps à faire des projets, je me suis dit, quitte à ce que ce soit difficile, autant que ce soit vital. D'où cet élan. Ok. Voilà. Et en fait, tout s'est débloqué après. C'est-à-dire qu'un mois après, Thomas Joly était nommé au Quai à Angers et m'annonce que ce sera la production déléguée du Quai. Donc la production se met en place, etc. Enfin, tout s'est vraiment débloqué de façon assez incroyable. Bon, on était en janvier 2020 et le Covid est arrivé 2 mois plus tard, mais c'était plus mon problème. Les choses ne reposaient plus sur mes épaules. Ivre, c'est une pièce où tu avais 12 interprètes au plateau, je crois. 14. 14 aussi. Ouais. Donc aussi c'est pas un chiffre fétiche. Hein. Puisqu'effectivement, dans l'Art de la joie, ils sont également 14 sur scène, dont 2 musiciens, une violoniste et un corniste, pianiste. Violoncelliste. Violoncelliste, j'ai dit violoniste. Autant pour moi. Et t'aimes bien t'entourer comme ça d'énormément de gens? Ou c'est par nécessité ou
Non, c'est vraiment par nécessité parce qu'après Yves, j'étais vraiment fatiguée de ça. Je me suis dit, il faut que je passe mon BAFA, il faut que je fasse un truc. Qu'est-ce que c'est que gérer autant de monde et en même temps, quand ça a lieu, c'est tellement incroyable. J'aime tellement les voir. En fait, je me mets un peu en retrait parfois et je les regarde et je sais qu'ils sont là parce qu'on s'est rencontrés et je vois tout ce qui émane de ça et qui ne m'appartient plus. Et ça me touche beaucoup. Ouais. J'ai une petite question comme ça. L'Art de la joie, c'est pas du tout fini. Est-ce que tu penses déjà à un prochain spectacle? À l'Art de la joie, ouais. La suite. Ouais. Et oui, j'ai aussi un jeune public que j'ai okay. très envie de faire et il faut qu'on voit quand est-ce que ça a lieu. Mais ouais. Non, il y a pas mal d'autres projets. Après, j'ai aussi un autre projet où j'ai une actrice, un musicien sans technique. Et que j'aime énormément. Le Dieu des causes perdues. Le Dieu des causes perdues. Et de toute façon, j'adore les formats très divers. Et quand justement on fait des formes qui prennent autant de temps, pouvoir venir faire en 2 semaines un spectacle qui a complètement une autre... qui travaille sur une instantanéité de la chose, c'est très agréable. Ça nous maintient en vie aussi. J'ai envie de parler un petit peu... On va parler d'un truc un petit peu, qui me semble un petit peu difficile, qui s'appelle la production. Okay. C'est un truc que tu connais bien. C'est quelque chose que nos auditeurs ou spectateurs ne connaissent pas forcément. C'est quoi la production d'un spectacle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire convaincre. Ça veut dire... en fait, c'est ce qui est compliqué quand on est artiste, parce que j'ai fait une école, donc en gros j'ai appris un métier, qui est celui d'être actrice déjà. Je n'ai pas fait une école de mise en scène. Au sein de cette école, j'ai pu explorer la mise en scène, ce que je n'aurais pas fait en sortant si je ne l'avais pas fait dans l'école. Moi je le sais, ça c'était très clair pour moi. Et une fois que ça a eu lieu, ça a été très fort pour moi comme moment. Je me suis sentie vraiment... encore une fois, c'est une question de place, en fait. Après, il faut apprendre tous les autres métiers. Il faut créer sa compagnie. Moi, je ne savais pas faire ça. Ça me paraissait insurmontable. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis beaucoup de temps avant de la créer, alors que j'ai fait d'autres spectacles, mais je me suis un peu démerdée à être hébergée dans d'autres compagnies. Enfin, voilà, j'ai un peu louvoyé, parce que je voulais que ça ait du sens aussi de créer une compagnie. Je voulais aussi savoir où je la créais en termes de territoire. Donc, la créer à Lyon, ça a été... il fallait que ça ait du sens par rapport à où je suis, comment je m'investis, à quel endroit, etc. Et puis après, il y a... en fait, le problème, c'est que pour que des partenaires, des directeurs de théâtre nous fassent confiance, il faut qu'ils voient notre travail. Donc, pour qu'ils voient notre travail, il faut bien qu'il y ait un point de départ. Et c'est pas facile de trouver ce point de départ. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des scènes émergentes. Les jeunes sortants d'école ne se payent pas sur leur premier projet. Enfin, il y a quand même une précarité immense. C'est pas simple. Et puis après, effectivement, il faut que les partenaires ensemble, on arrive à rassembler assez de monde pour pouvoir avoir des aides de leur part, des coproductions, puis des aides aussi de la ville, de la DRAC, de la région, et ça vient plus tard dans le parcours. Donc, ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, et il y a une grande précarité. Je tiens aussi à souligner, puisque on se rend compte, quand on dit qu'on travaille dans le théâtre, ou même si on dit qu'on travaille dans le cinéma, souvent, les gens, ils vont dire « Ah, mais si vous n'êtes pas connu, ça doit être difficile. » On peut quand même très bien vivre du théâtre et du cinéma sans être une superstar. Tu es d'accord? Oui, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Ouais. Je le précise parce que on est aussi dans une émission contenu un peu pédagogique. Donc c'est important que les gens sachent qu'on peut très bien vivre sans pour autant faire la couverture de Télé 7 jours. Ça existe toujours, Télé 7 jours? Je ne sais pas. Je sais pas non plus. Mais, et à l'inverse, je connais des acteurs, des actrices, ou même des metteurs en scène qui sont reconnus, plus ou moins grand public, et qui ont traversé des années sans rien. Okay. C'est assez fascinant, en fait. Ouais. Retour à la production. Donc la production, c'est pragmatiquement, il faut aller chercher de l'argent pour construire un spectacle.
C'est ça le métier de la production. Mhm. Et est-ce qu'à l'image de bien des artistes, aujourd'hui, une grande partie de ton travail, c'est de devoir aller chercher de l'argent au lieu d'être Ah oui, à la création? ah oui. 80% de mon temps, c'est ça, quasiment. Ok. Mais je ne suis pas seule, heureusement. En fait, il y a eu plusieurs rencontres décisives. Olivier Talpart fait partie des rencontres décisives parce que je n'avais pas créé ma compagnie, j'avais fait quelques projets, mais ça n'avait pas tourné, dont un spectacle au TNS qui était All by Myself ou l'histoire d'une rencontre. Le TNS, c'est Le Théâtre National de Strasbourg. Mais même en ayant joué dans un lieu aussi prestigieux, derrière, il n'y a rien eu. Et puis on avait eu 2 semaines pour le créer, puis on ne s'était pas payé, on avait fabriqué nos décors. Enfin bon, bref, c'était quelque chose. Donc j'avais fait plusieurs choses, mais Ivre, j'arrivais pas à convaincre. C'est un texte qui divise aussi. un texte très difficile. Et donc il y a beaucoup de gens qui étaient très, très sceptiques. Attends, je me suis perdue. Oui, je te parlais de la production et du fait que tu me disais 80% de ton temps aujourd'hui, c'est aller chercher de l'argent. Oui, donc Olivier Talpart. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour Ivre, je retape le micro. Pour Ivre, j'ai décidé d'aller filmer l'équipe, faire une lecture, parce qu'en fait, je me suis d'abord adressée aux acteurs. J'ai tout de suite contacté les acteurs avec qui j'avais envie de travailler et que je voyais dans ces figures-là. Je les ai rassemblés. Il y a une des actrices qui a une île, enfin ses parents ont une île sur la Seine. Et pas tous dans la précarité non plus. Non, mais bon, bref, il s'avère que cette île est là dans la famille et qu'ils nous ont accueillis pour faire cette lecture qu'on a filmée. J'ai fait quelque chose un peu onirique autour de ça, avec un très bel objet cinéma. Il y a même Denis Lavant qui est venu faire les didascalies, parce que c'est le parrain de mon mari. Enfin voilà, il y avait... C'était un très beau moment, mais alors ça m'a permis d'enclencher des rendez-vous, en tout cas d'avoir peut-être des réponses, et encore. Mais comme c'était très loin du théâtre, les gens ne se projetaient pas du tout sur qu'est-ce que ça pourrait être au théâtre. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est qu'Olivier Talpart, suite à ça, m'a dit moi, je t'accompagne. Donc, dans la semaine, on a créé la compagnie Get Out et il m'a aidée. Ça a changé toute la dynamique de la vision de la production. Okay. Parce que c'est un métier. Et que moi, je ne connais pas non plus tous les directeurs et directrices de théâtre, comment on fait, etc. Donc, on a l'impression d'envoyer des bouteilles à la mer, mais une fois qu'on sait à qui on s'adresse et pourquoi, ça change quand même énormément le dialogue. Et puis Stanislas Nordet m'a soutenue parce que je lui ai écrit une lettre, espèce de manifeste. Voilà, un peu de l'état des lieux des choses, un cri, on va dire. Et il a répondu à ce cri et ça m'a énormément touchée. Il a vraiment toujours été là, à sa façon. Et là, suite à cette lettre et à l'engagement d'Olivier Talpart, on a organisé une lecture avec la nouvelle traduction à théâtre ouvert devant des professionnels. Okay. Et c'est là que Pierre-Yves Lenoir est venu. Et que j'ai rencontré Pierre-Yves pour la première fois, qui du coup s'est engagé sur Ivre et s'est engagé sur quelque chose de concret. C'est aussi important en tant qu'artiste de sentir que les gens en ont envie. Parce que c'est une chose d'avoir de l'argent, mais quand on nous donne de l'argent, mais qu'il y a de la méfiance, et ça, en fait, c'est comment on tisse des rapports de travail et de confiance. Et Pierre-Yves s'était basé sur quelque chose de concret. Donc, alors, Pierre-Yves Lenoir, je précise, c'est le directeur du Théâtre des Célestins actuellement. Oui. Ok, donc il s'engage avec toi. Donc c'est une coproduction. C'est une coproduction qui implique qui? On a le Théâtre des Célestins, on a la Comédie de Valence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Pas du tout. Sur Ivre? Ah, pardon. Non. Non, mais je confonds. Pardon. Ah oui, à ce moment-là, Pierre-Yves vient te voir sur Ivre. Oui, voilà. Non, et ça remonte à il y a longtemps, ça. Ouais. Ok. Ah ouais. Non, c'est juste pour raconter, parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, il y a enfin une visibilité de mon travail, mais c'est vrai que Ivre, par exemple, on était en plein Covid. La chance qu'on a eue, c'est que Pierre-Yves a accepté qu'on reste malgré le 2e confinement dans les lieux et qu'on a pu ouvrir aux professionnels. Donc c'était très, très, très complexe en termes d'émotion de ne pas pouvoir jouer le spectacle, mais de l'avoir fait devant quelques professionnels de la région notamment a fait que la Comédie de Valence est venue. Et que les gens ont pu enfin voir mon travail. Alors, adhérer, pas adhérer, c'est encore autre chose, mais disons que ça change le dialogue, ça change tout.
quand ils viennent. Après, il y a tellement, je crois que j'ai entendu que sur le mois de novembre, il y avait 200 créations cette année. C'est du délire, en fait. Donc, voilà, c'est normal aussi qu'ils ne puissent pas tout voir, mais c'est difficile parfois de les faire venir quand on est justement dans l'entre-deux. On n'est pas complètement dans l'émergence. Bon, moi, je vais être émergente longtemps parce que je suis une femme. Donc, c'est un truc que tu ressens? Oui. Okay. Là, maintenant, sur l'art de la joie, je pense que ça va un peu changer des choses, mais la question de l'âge revient souvent. Quand on est une femme, on nous demande beaucoup notre âge. Et tu as quel âge? Vraiment? Ouais. Vraiment. Ouais. 38. Ok. Non, ça me paraît important. Ça me paraît important de discuter de tout ça, de recontextualiser, puisque c'est pas forcément évident pour le public de se rendre compte à quel point le Covid, au-delà de l'enfermement et du confinement, il a créé un embouteillage artistique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de créations. Quand il y a des créations, il y a aussi des promesses qui sont tenues, parce qu'il y a des productions, donc on s'est dit on s'engage, cette année on doit sortir ce spectacle, et puis ça n'a pas lieu. Mais, alors là après tout le monde ne le fait pas, mais soit on tient ses promesses, soit on ne les tient pas. Donc je sais qu'en interne Pierre-Yves a tenu ses promesses, mais ça fait écho à ce que tu dis, ils ne peuvent pas toujours tout le temps être là pour voir le travail des uns des autres. Mais Ivre, par exemple, pour donner une idée, c'est 4 ans de travail, 4 ans de travail non payé, donc quelle est l'économie, comment ça fonctionne? C'est une vraie question. C'est un projet avec 14 personnes au plateau. Je ne sais plus combien on était au final, au total, si on était 18 ou 20. Avec l'équipe technique. Avec l'équipe technique. Des gens qui sont engagés. Donc un budget quand même un peu conséquent, mais assez. On a été stratège sur les répétitions, ce qui fait qu'ils n'étaient pas tout le temps là. Donc je ne sais plus les chiffres, mais j'ai peur de dire des grosses conneries, mais un bon budget quand même, c'est quand même une échelle d'un En termes d'échelle, on parle de combien? On est sur 20 000 euros, 50 000, 100 000, 200 000? Voilà. Ouais, autour des 200 000. Okay. Je ne sais plus exactement combien, parce que comme il y a eu en plus des ouais, ajouts avec le Covid, etc., il faut avoir une échelle. Et il n'y a eu que 10 dates. Donc, en plus, on nous a annulé la tournée qui était prévue. S'il y avait encore des dates qui pouvaient arriver la saison d'après, ça a été annulé. Mais... donc, il y a un vrai souci. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas là dans un cadre de rentabilité, mais c'est au-delà de ça, c'est pourquoi investir autant dans quelque chose qui ne va pas se partager par la suite avec le public. Donc, ça, c'est des vraies questions. Alors, je fais un petit point sur cette économie du théâtre, puisque c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas toujours connues. Tu crées un spectacle... Et une fois que c'est fait, il faut le vendre à des salles, en fait, puisque ce sont les salles qui vont acheter le spectacle. Et est-ce que tu touches quelque chose sur la billetterie ou pas? Moi? On est d'accord que non. Enfin, quand je dis toi, c'est la compagnie et... non. Pas du tout. Tout ça revient au théâtre. Oui. Donc vous, en fait, l'enjeu, c'est que votre spectacle il soit acheté par des salles. Donc je dis ça parce que si on dit un spectacle il coûte 200 000 euros, on a fait 10 dates. Bon, si on vous l'achète 20 000 euros la date, tout se passe bien, quoi. Mais ça ne se passe pas forcément comme ça. C'est juste un petit peu pour expliquer, parce que je sais que c'est des retours d'expérience sur les gens qui regardent l'émission. Parfois, on parle de... Et puis c'est 200 000 euros les répétitions, c'est-à-dire qu'après, une date coûte... c'est pas un seul coup, ils nous achètent 20 000 euros la date, mais la date, elle coûte elle-même 20 000 euros, donc en fait, on est à zéro. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment des subventions publiques qui nous permettent de financer ces projets. Il y a... Non, c'est compliqué. Hein. On revient un petit peu sur l'art de la joie. Moi, je te suis depuis 4 ans là-dessus. En tout cas, pour moi, l'aventure, elle commence lorsque tu m'invites en Bourgogne, chez vous, pour filmer une lecture de la première version de l'adaptation, c'est ça. 4 ans plus tard, je crois qu'il y a près de 80% de l'équipe d'acteurs qui a changé. J'ai pas fait le compte, plus de la moitié. Ouais. Et, mais bon, ça, on n'en parlera pas là. Non, ce qui m'intéresse, c'est j'ai vu ton processus créatif. Quand est-ce que vous avez commencé les répétitions à proprement parler? Au mois de mai, à la MC 93. Au mois de mai 2023. Oui. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si tu en as conscience, qu'on peut appeler la méthode Ambre Cahan, la méthode de travail? Alors le mot méthode déjà me fait bizarre parce que c'est comme si c'était quelque chose de figé.
Mhm. Et c'est quelque chose qui est en mouvement et que je cherche encore et qui s'adapte à la fois au projet. Et puis, oui, il y a un processus, je dirais plutôt. Mais donc, Est-ce que nous tu allons peux... parler du processus. Ouais, est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? Alors, je sais qu'il n'y a pas de journée type, mais il n'y a pas non plus grand-chose qui est laissé au hasard dans le planning que tu mets en place pour une création. Ça ressemble à quoi une journée? Sur l'art de la joie? Par exemple. Alors, une journée sur l'art de la joie, c'est en répétition, c'est matinée en autonomie, avec des guillemets sur l'autonomie, Ouais. pour les acteurs. C'est une matinée où on fait de la technique. Donc, à l'avance, on a déterminé quelle matinée va être lumière, quelle matinée va être son, quelle matinée va être plateau. Donc il y a un planning qui est distribué à tout le monde, voire revisité parfois la veille, parce qu'il faut aussi s'adapter. Oui, on s'adapte. Après, c'est vrai que pour l'art de la joie, on avait fait même un tableau. On savait exactement quel jour on allait travailler quelle scène. C'est énorme vu la quantité de ce qu'on avait à traverser et on n'a jamais pris de retard. J'en profite pour faire un petit point, on n'en a pas parlé, c'est un spectacle qui fait 5h30. 5h30 avec entracte. Peut-être qu'on l'a dit. Si, tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit. Mais c'est vrai que ce qui a été assez fou, c'est qu'il y a eu des modifications de planning sur la fin, sur le nombre de filages, sur les choses comme ça. Mais en soi, le planning des répétitions, on l'a respecté à la lettre. À la minute près. C'était même un peu... Ok, on a encore rempli aujourd'hui ce qu'on avait dit qu'on ferait, on l'a fait. Ça, c'est assez marrant. Et je travaille avec quelques pessimistes dans l'équipe que j'aime énormément. Et du coup, ils me disent, ça met un peu à mal mon pessimisme, tout ça. Ouais. Je suis très, très carrée. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve ça intéressant que tu dis ça, parce que de mon point de vue extérieur, effectivement, il y a des mots comme le matin, les acteurs en autonomie. Ensuite, on fait un training. Donc, le training, c'est... comment je peux le caractériser? C'est de l'expression corporelle en musique. Ouais, il prend plusieurs formes différentes. Ouais. Là, mais je vais rechanger un peu tout ça aussi. Ok. Je me re-questionne pas mal là-dessus. Bon, en tout cas, sur Ivre, je l'ai vu. Sur l'art de la joie, je l'ai vu aussi. Donc, on a un training où tu es présente au plateau, mais pas forcément. Qui peut être de la relaxation, de la méditation, des choses aussi parfois un petit peu plus engageantes physiquement. Des musiques qui sont aussi parfois plus engageantes, on va dire, dans l'esprit de fête. Alors, le principe du training, il a plusieurs objectifs en créa. Alors, après, c'est différent quand on joue. C'est déjà de remettre les compteurs à zéro et de se rassembler. C'est-à-dire, on commence par une méditation au sol, respirer. En fait, pour essayer d'atteindre une disponibilité physique sans se faire mal, j'estime que les acteurs utilisent leur outil à la fois corporel et vocal et qu'il faut Souvent, c'est pas pris en charge et je le prends en charge. J'ai besoin que ce soit un moment collectif parce que comme après, on va beaucoup improviser ensemble au plateau, il faut qu'ils apprennent à respirer ensemble. Et donc de partir de cet état de corps au sol détendu pour arriver à une verticalité disponible et disponible à l'espace aussi. Parce que comme l'espace est un personnage, est un partenaire, en fait, faire le training dans l'espace nous permet déjà de travailler et d'improviser. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge parfois les accessoires même. On essaye parfois de mettre l'espace exactement dans... Parce qu'il y a plusieurs tableaux, etc. Mais de mettre le tableau du jour pour le training. Ce qui fait qu'ils vont être déchargés de leur rôle, de leur responsabilité dramaturgique, de toutes ces questions un petit peu cérébrales. Et physiquement, ils vont prendre en charge l'espace à plusieurs. Et nous, avec Zélie crée ses lumières beaucoup aussi, grâce au training. Elle essaye des choses, elle les suit. Et il y a des tableaux entiers de training qui sont après dans le spectacle. Donc ça fait vraiment partie du processus de création. Est-ce que le moment où il y a l'armistice, par exemple, c'est quelque chose qui est né au cours d'un training? Oui, tout à fait. Ok. C'est intéressant puisque il y a quand même une matinée en autonomie où les acteurs travaillent. À ce moment-là, vous faites de la technique. C'est aussi le moment pour les musiciens, pour faire tous ces réglages-là. Puis il y a un training qui est quand même encadré.
Et ensuite, c'est sur scène, dans le décor, en costume. Et c'est parti. Alors quand je dis c'est parti, je sais que tu n'aimes pas quand je dis ça, mais je vais le dire quand même. Et tu laisses les comédiens un peu libres. Très libre. En fait, c'est une question de confiance. Ok. En fait, on établit un pacte de confiance. C'est-à-dire que ils vont traverser sans être interrompus d'un point A à un point B. Dans l'art de la joie, on est obligé de dire A et B parce qu'il y a plein de scènes. Et en fait, les scènes, je les regroupe par respiration musicale. Encore une fois, la musique est présente. C'est-à-dire que je sens qu'il y a un mouvement musical qui commence à un endroit, qui finit à un autre. Et donc, pour l'éprouver, on va peut-être assembler... Alors, parfois, c'est une seule scène qui est très longue. Parfois, c'est 6 scènes. Mais on va tout traverser dans cette globalité-là pour trouver l'unité et le souffle de ces choses-là. Mais on balise. C'est-à-dire qu'il y a des accessoires, il y a des choses dangereuses, il ne faut pas se faire mal. Il y a des actions... il y a des actions parfois violentes ou des scènes d'amour, ou des choses comme ça. Donc, on balise un certain nombre de rendez-vous ou une grammaire. Parfois, on laisse aussi. Et puis, là, je n'ai pas trop travaillé avec les contraintes, un petit peu, mais pas trop. Sur le couvent, on a fait des explorations entières de couvent, où du coup, c'est quoi la vie de ce couvent sans texte aussi. Parfois, j'enlève le texte pour qu'ils puissent explorer un peu les choses différemment. Mais je trouve difficile de demander à un acteur de se connecter à la fois à son texte, à ses partenaires, à l'espace et au grand tout, et d'être j'ai quand même une vision assez mystique de cet endroit-là et de cette connexion-là, s'il sait que je vais l'interrompre toutes les 2 secondes. Donc c'est son espace, c'est son territoire, moi je n'interromps pas. Après, une fois que ça a eu lieu, on en parle, on débriefe, je fais des notes et après on peut retravailler dans le détail. Le détail, c'est jusque au regard, au geste, à la respiration. Enfin, c'est très très précis, mais ça vient toujours de l'acteur. Ce qui fait que il se sent, il s'approprie ce qu'il fait. Ça ne peut que être juste puisque ça vient de lui. C'est-à-dire que toi, pendant les notes, tu vas lui dire ça fonctionne, ça fonctionne pas, mais tu vas pas lui dire quoi faire. C'est à lui de trouver une solution face au retour que tu donnes. Bon, ça dépend. Il y a des fois où j'ai des idées très précises aussi, okay. mais j'aime bien quand ça vient d'eux, même si nos idées vont se retrouver. J'aime bien aussi avoir tort. Enfin, j'aime bien être déplacée, etc. C'est hyper important. Mais le plateau a toujours raison, en fait. Et eux savent 100 fois mieux. Puis, il faut faire confiance à l'imaginaire des acteurs. Je leur mets à disposition des tables entières d'accessoires. Et évidemment, quand ils s'en emparent, ça va forcément au-delà de ce qu'on peut imaginer, puisqu'ils sont connectés différemment. Comme je te connais bien, je vais en profiter. Je vais te poser une question qui est peut-être un petit peu intime, mais moi, de loin, je vois une femme qui est metteuse en scène, de 14 acteurs, 14 comédiens, plus une équipe technique énorme. Je veux dire, on voit le décor, il est gigantesque. Il y a de la musique pendant tout le spectacle, à peu près, donc au moins 5 heures. À côté de ça, il y a des enjeux de production. Sur des spectacles, ça te prend 4 ans. À côté de ça, tu es une mère, tu es une femme, tu es mariée à Jean-Aloïs Belbachir. Il faut gérer tout ça. Quand je te dis ça, ça évoque quoi chez toi? Le burn-out que j'ai fait l'année dernière. Tu as fait un burn-out l'an dernier? Ouais. On peut en parler? Pas forcément. Tu peux me dire non, et on changera. Oui, je suis arrivée à un point où... c'est marrant parce que tout le monde en parle des burn-out et tout ça. Ouais. Et on va innover, on va parler de surmenage. Oui, voilà. En fait, je suis rentrée d'une production qui a été un peu difficile dans les conditions... Enfin voilà, je me suis dit que c'était compliqué de me retrouver dans des conditions comme ça. On était au moment, c'est pareil, c'est le moment où ça se cristallise, où il faut finir de monter la production et où c'est pas forcément évident. Et où le fait qu'il manque de l'argent fait qu'il faut faire des choix drastiques au niveau artistique et donc pour pas non plus fragiliser le spectacle. Enfin, en fait, c'est un gros spectacle avec des bouts de ficelle. C'est ça qui est bizarre, quoi.
c'est qu'on reste une jeune compagnie et on est ras la gorge sur tous les postes, donc on tire dans tous les sens. Et c'est comment tirer sans que ça casse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus abîmer les gens, il faut faire attention à ça. Et donc les chiffres, c'est de l'humain en fait. C'est-à-dire que quand on ne peut pas payer correctement certains services, quand les gens vont être épuisés, qu'il n'y a pas de relais, c'est là où ça impacte le travail. En termes d'échelle, entre Ivre et l'Art de la Joie, on est à peu près sur une production qui est x2. Hein. Oui. Et c'est juste que l'année dernière, je suis rentrée chez moi, je parlais plus, je marchais plus. Okay. Voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps, j'avais pas le temps de faire un burn-out. Voilà. Ok. Et là, on n'en est pas à la première représentation du tout. Vous avez joué à la Comédie de Valence, vous étiez déjà là au Célestin la semaine dernière. Oui. Vous êtes là jusqu'à demain dimanche. Ensuite, c'est une longue pause jusqu'à la MC 93. Oui. Les critiques sont assez élogieuses, voire dithyrambiques. C'est un succès. Bravo. Et donc, pour te remercier, puis parce que ça me fait plaisir, j'ai un petit cadeau pour toi. Alors, non, le malaise. Non, alors peut-être plus tard, tu vas me dire que c'est un malaise. Je vais le montrer rapidement. C'est un livre. C'est peut-être ta prochaine mise en scène. J'ai une amie qui m'a dit ça hier, Ouais. qui m'a dit « je vais te donner une liste Ouais. ». C'est Loin de Chandigarh de Tarun J. Tejpal. Ok. C'est un livre dont la première phrase, si je ne me trompe pas, c'est « Le ciment d'une relation, ce n'est pas l'amour, c'est le sexe ». Ce qui fait un petit parallèle avec l'Art de la Joie, puisque c'est quand même une pièce dans laquelle il y a beaucoup de nus, il y a beaucoup de scènes de sexe. Et je te l'offre parce que c'est un livre dans lequel ça parle aussi d'amour, de sexe, de femmes, de relations. Et je sais que c'est des thèmes qui te passionnent. Et je tiens à revenir là-dessus, puisque l'Art de la Joie, c'est quand même... tu as traité ces thèmes-là avec beaucoup de justesse. La nudité, elle n'est jamais gratuite. Et moi, le premier, qui suis quelqu'un d'assez prude, et puis je vais parler quand même de cette expérience-là, puisque j'étais avec mon père hier, et il est comme moi. Et il était mort de rire de A à Z, il trouvait ça super génial, il n'était jamais gêné. Et on se retrouve jamais gêné, en fait, de voir les corps nus, les corps dans l'amour, dans le rapprochement. Comment tu fais ? Je suis très pudique. Donc moi-même, je suis très gênée. Donc je pense que ça doit jouer dans la douceur avec laquelle on y est allé. C'est marrant parce que l'Art de la Joie, j'ai eu des phases... je me suis retrouvée dans une situation une fois improbable où j'ai fait lire les scènes de Carmine à un acteur sans le prévenir que ça allait parler de sexe. Parce que j'avais occulté un peu ça. C'est bizarre, je suis un peu prise par la fresque. Il y a tellement d'aspects qui me bouleversent dans ce texte-là que je n'ai pas mis l'accent sur ça. Et quitte à même parfois, je me faisais re-avoir en le lisant. Ah ouais, quand même, ok. J'avais oublié que... D'accord. Et donc, c'est vrai que c'était vraiment les gros points d'interrogation. Et notamment avec Noémie, c'était marrant, Noémie Gantier qui joue Modesta, parce que c'est comme si on n'avait pas osé aborder la question. Je ne savais pas qu'est-ce que j'avais à aborder, à part qu'on a lu toutes les deux le livre et qu'on sait de quoi ça parle. Et qu'on savait qu'à un moment donné, on allait se poser la question de la représentation de ça. Mais je ne sais pas, elle était je crois qu'elle avait forcément des inquiétudes. Et en même temps, on y est allé tellement... On a commencé par le prologue, qui est quand même le morceau le plus costaud, quoi. Ah bah on peut le dire, ça attaque, et d'ailleurs, c'est là qu'intervient Djoufa, ça attaque par le viol d'une gamine de 9 ans, par son père. Par son... quelqu'un qui se fait passer par un père. Oui, donc déjà la représentation du viol, etc. Mais c'est là où j'avais déjà des visions assez précises. Pour le coup, sur le prologue, j'avais déjà des idées assez précises de comment je voulais représenter ça. Donc j'avais déjà demandé à Richard des choses, j'avais amené cette poupée. Alors tout le monde... Richard qui joue le rôle du père. Qui joue le rôle du père, et puis alors tout le monde était un peu... En voyant la tête de la poupée, ils ont fait qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais je n'ai pas lâché. J'étais assez sûre de cette volonté de dupliquer cette Modesta.
Oui, puis, alors, pardon, je le précise, puisque à nouveau, moi j'ai vu le spectacle, mais les gens n'ont pas forcément vu. C'est toujours la même actrice de A à Z, qu'elle ait 9 ans ou qu'elle en ait, je ne sais pas à quel âge, on ne va pas spoiler, mais qu'elle soit plus âgée, c'est toujours Noémie Gantier qui joue Modesta. Ouais. Mais écoute, on a beaucoup ri, quoi. Non, mais vraiment, c'était... faire ces scènes d'amour, ça devenait très, très, très drôle, très, très joyeux. Puis c'est des superbes acteurs. Ils sont en confiance les uns avec les autres. Il y a beaucoup de respect. Tout le monde est très... Je sais que Serge était un peu inquiet, pas tant de la nudité, mais de ne pas représenter un homme... il voulait que ce soit beau. Il avait peur de ne pas être à la hauteur. Ou je sais pas, il m'a dit des choses, c'était très touchant. Il dit oui, parce que est-ce qu'il faut qu'il ait une voix grave ou des espèces d'images qu'on plaque sur une figure, en fait. Et je dis non, on va faire à partir de qui tu es, toi. Et... c'est exactement ce qui se passe, hein, puisque Carminet, il est... Ils se sont complètement libérés. Il est extrêmement sensible. Ouais. Et... Non, et du coup, ils se sont un peu libérés des images, je pense, qu'ils pouvaient avoir sur ces figures-là. Après, c'est vrai que c'est très étonnant, j'avais des notes dans mon cahier, genre tu as joui trop vite ou arrête de caresser le décor ou des trucs. Ok, ce sont mes notes, donc très bien, très bien. On a appelé ça des quats au final pour essayer de dédramatiser les coïts. Oh. On a dit, allez, le quat numéro 5. Donc il faut trouver des stratagèmes aussi pour... pour en rire. Après, mais ça transpire, hein, parce qu'on n'est jamais gêné. Il y a énormément de tendresse, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un spectacle extrêmement tendre, alors qu'il se passe des trucs terribles sur scène. Et pourtant, t'en as fait ça. C'est très impressionnant. Mais après, sur la nudité, on a eu besoin aussi d'aller jusqu'au bout de la trajectoire pour revoir ce qu'on avait fait avant. Ça a fait bouger les choses, puisqu'on est vraiment allé d'une façon très progressive. Moi, je ne me voyais pas dire à un acteur ou une actrice « mets-toi nu ». Je ne l'ai pas fait. Ok. Je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas, en fait, demander ça. Okay. On a parlé ensemble et c'est eux qui me disaient « oui, là, ça me paraît évident que… » Et je fais « essaye-le si tu veux, etc. » Mais je trouve ça violent, en fait, de demander ça. Donc, on l'a fait ensemble, ouais. Ambre, je pense qu'on va commencer à arriver à la fin de l'interview. À la fin de l'heure. Ok. On a parlé de cette création, on a parlé de production, on a parlé de ton parcours. Je vais terminer en parlant de Jean-Aloïs, qui est ton mari, qui joue dans le spectacle. Et en fait, le jour de la première à la Comédie de Valence, après évidemment 4 ans de travail et puis 3 mois de répétition, 2 mois de répétition, c'est le moment de faire un petit discours à toute l'équipe. Et tu as parlé de ton mari. Tu as remercié ton mari. Et ça s'est arrêté là. Il a pris un petit peu la parole et après ils sont partis sur scène. Et je me dis, mais c'est fou. On s'attend à un petit discours de coach, mais en fait là, tu t'es livré. Et il fait partie de l'équipe et il fait partie de la team un petit peu. Qui te soutient tous les jours. Sans lui, il n'y aurait rien de tout ça. Pour lui, c'est... Est-ce que tu sais un petit peu comment il vit tout ça, lui aussi ? Ça dépend des fois. Ce que je peux te dire, c'est qu'on s'est rencontrés très jeunes. À quel âge ? 24 ans, 24-25 ans. À Paris Oui. Ouais. Et il a vu quelques mois... Enfin, bon... On réfléchit pas trop, lui non plus, il est un peu comme moi. Donc, il m'a demandé en mariage au bout de 3 mois. Voilà. En Grèce ? Mais l'image est tellement belle, franchement. Non, il ne m'a pas demandé en mariage en Grèce. Mais on est partis en Grèce, oui, dès qu'on s'est rencontrés. Okay. Mais peu importe, c'est très bizarre de raconter ça. Non, en fait, oui, on était très, très au clair sur notre désir de construire quelque chose ensemble, en tout cas.
Et quand je me refais le film, je dis on était jeunes. Donc on s'est mariés très jeunes et on a eu tout de suite envie d'avoir des enfants, de fonder une famille. C'est pour ça qu'on est venu vivre à Lyon quand j'ai fini l'école à Rennes. On ne voulait pas fonder une famille à Paris. Construire une maison aussi? Alors ça, c'est venu bien plus tard. Mais en fait, très vite, là, dès qu'on s'est rencontrés, il a vu ma carte blanche à Rennes et ça a été un choc aussi pour lui. Et il a cru en mon travail vraiment comme personne. Et je sais pas pleurer. Et faire le choix d'être à deux dans la vie, de construire quelque chose à deux, trouver cet équilibre-là en ayant l'envie de fonder une famille et tout ce que ça implique. C'est-à-dire que quand même, comment dire ça ? On est dans une profession où c'est difficile de faire des enfants. C'est difficile Parce que vous n'êtes pas là. Parce qu'on est beaucoup absent. C'est une organisation qui dépasse l'entendement. Donc c'est compliqué. Moi, j'étais actrice. Depuis que j'ai fait mes enfants, je n'ai plus joué. Ça a énormément impacté ça. Et pendant 4 ans, il a accepté des projets loin du domicile pour qu'on ait l'argent suffisant pour pouvoir tenir bon avec nos enfants pour que je puisse faire mes mises en scène. Donc le nombre de fois où j'ai failli lâcher, où il s'est battu plus que quiconque pour qu'on y arrive en fait. Oui. Et il a été aussi mon dramaturge de l'ombre, beaucoup. Enfin, Ivre, c'est lui qui m'a mis le texte entre les mains. Et après, ce qui n'est pas facile pour lui, c'est de trouver sa place en tant qu'acteur et de juste être acteur. De se débarrasser justement de tout ce qu'il a porté comme moi pendant des années pour qu'il soit dans le plaisir d'être acteur et au même titre que les autres. Et c'est pas évident à cet endroit-là, mais en revanche, c'est pas évident parce que quand tu rentres et que tu retrouves ta femme à la maison et puis il y a des enfants et tout, et puis il faut parler de comment toi tu as vécu les choses. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile pour lui. Oui, et en même temps, là, on est très très heureux de pouvoir partager ce qui se passe pour nous ici, parce que sinon, l'autre comprendrait peut-être pas forcément ce qu'on traverse. Mais on est très indépendants en même temps l'un et l'autre, donc chacun essaye de trouver sa place. Mais ce qui est assez fou, c'est que travailler ensemble n'est pas un souci. Enfin, ça se passe magnifiquement, mais je pense que les gens ne savent pas forcément qu'on est en couple, même. C'est clair, vous êtes pudiques tous les deux. Voilà, au travail, ça n'existe pas. Enfin, voilà, on se préserve beaucoup, on est assez pudiques. Ouais. Mais être une femme metteuse en scène et mère, si on n'est pas accompagné, que ce soit par des parents quand on est célibataire ou par un compagnon qui nous soutient, c'est impossible. Eh ben merci Ambre Caron. Félicitations encore pour le succès de l'Art de la Joie. Jusqu'à demain au Théâtre des Célestins. Et ensuite, en mars, c'est ça on a dit, à la MC 93. C'est ça. Et ben à bientôt. Merci Mathieu Sangeli.